Bonjour et bienvenue dans Digitalks, le média qui découvre les métiers de la communication. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yann Vidal, web designer. Donc, pour la première question, pouvez-vous nous présenter et expliquer en quoi consiste votre métier de web designer? Alors, web designer, c'est répondre déjà à des problématiques, des sujets, puisque je suis graphiste à la base. Donc, je fais l'identité visuelle, pourquoi pas, ou une refonte, et décline, comment dire, la charte d'identité visuelle sur du web. Donc, le web design peut être juste, entre guillemets, du maquettage, mais souvent, je vais jusqu'à la livraison du site. Et du coup, est-ce que pour vous c'était plutôt une vocation ou c'était un concours de circonstances le fait de devenir web designer? J'ai commencé à faire du web avec Flash à l'époque. De Flash, je suis passé à HTML, CSS et plus particulièrement donc à l'usage de WordPress comme CMS. Quels sont les différents acteurs qui travaillent avec vous dans vos projets? Alors ça dépend, des fois je suis tout seul, des fois je me mets en binôme avec un développeur, donc j'ai des petites habitudes avec un développeur par exemple. Mais sur un gros projet l'année dernière, j'ai fait l'audit assez rapidement et donc le PDG a voulu que je fasse la refonte. Donc je n'étais pas trop chaud je n'avais pas assez de temps pour le faire tout seul, donc je me suis mis en binôme avec un développeur. Et en fait, on a été encapsulé dans une équipe puisque un directeur marketing est arrivé, un webmaster, on avait toute la partie communication. Donc on était 8, avec une graphiste aussi également de la société. Donc là, c'est le webmaster qui centralisait en tant que chef de projet, on va dire, et chacun avait son rôle bien spécifique. Moi, j'avais des rôles un peu transverses puisque je challengeais un peu le graphisme euh, et, euh, et je faisais l'interface avec le développeur. Et du coup, lorsque vous travaillez sur plus d'un design à la fois, vous organisez comment vos priorités dans vos journées, comment ça s'organise? Ouais, voilà, donc très bonne question. C'est souvent le cas. Je peux avoir 2 ou 3 sites en cours, voire plus, d'y arriver 4 ou 5. Souvent, je peux être en frontal avec 2 créations de sites, par exemple, ou 3 même, et puis de l'actualisation de contenu ou de l'accompagnement client. Donc là, c'est assez compliqué de planifier les choses. Il m'arrive parfois de travailler sur 3 dossiers différents dans la journée, en essayant de jongler sur les attentes de chacun, décevoir personne, rester comment dire, réactif, hein, c'est ce qui est apprécié. Pardon. Et surtout, bien rester concentré sur le contexte de chaque site. Donc ça demande un petit peu de gymnastique. Et du coup, depuis que vous exercez ce métier, est-ce qu'il a subi des changements, des évolutions? L'évolution, elle est hebdomadaire, on va dire, hein, si c'est pas quotidien. En fait, il y a un peu des bases, on va dire, hein. Si on utilise un CMS, il va pas évoluer non plus comme ça tous les jours. Il y a une constante. Mais l'arrivée des page builders, les thèmes premium, tous les plugins additionnels, en fait, c'est un écosystème assez vaste et sans veille, on est vite comment dire, pas dépassé, mais on n'est plus à jour sur ce qui se fait, les tendances, les nouveaux usages. Donc voilà, il faut être curieux. Fut un temps, je passais un peu plus de temps en veille qu'actuellement. Mais bon, au fur et à mesure, cette veille m'a permis de pouvoir générer un environnement technique euh, adapté au projet, on va dire, de manière assez fiable. Donc après, par exemple, là aujourd'hui, il faut que je fasse un flipbook. Bon, voilà, il faut que je regarde comment faire cela. Est-ce que c'est un plugin? Je le fais sur WordPress. Est-ce que c'est PDF généré sur InDesign? Donc il y a beaucoup de transversalité entre. Là, c'est pour un bailleur immobilier, par exemple. Bon, c'est toutes les opérations en réhabilitation, location et compagnie. Donc c'est d'abord faire le support et après le digitaliser avec un flipbook.
Donc là, ça veut dire à chaque fois, bah, on ne l'a pas encore fait, enfin j'en ai fait, mais il y a longtemps. Donc c'est se reposer la question, c'est quoi le meilleur moyen d'obtenir le résultat. En fait, il ne faut pas vraiment rechercher le confort, parce qu'il n'y a pas, le périmètre sera toujours comment dire, à s'étendre. Et du coup, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, avec les nouvelles technologies, le métier il va évoluer ou alors il va changer? Ah, alors ça, c'est la grande question aussi. Elle est très bonne. Avec l'arrivée des CMS et des solutions un petit peu no-code, on peut imaginer que des digital natifs, dont vous représentez un peu, pourquoi pas, la génération et ceux qui vont vous suivre, vont être tout à fait aptes comment dire, à comprendre, à assimiler un logiciel ou un CMS, une solution en tout cas, et générer sans, sans l'aide d'un développeur, voire même d'un web designer, des choses qui vont convenir à des startups, par exemple, ou à des sociétés même matures. Donc, en fait, en tant que web designer, bon, indépendant, la valeur ajoutée, elle doit se situer à un autre niveau. C'est-à-dire, dans la conduite d'un projet, il n'y a pas uniquement, comment dire, il y a les étapes et la bonne compréhension des enjeux. Il faut être un peu tactique, voire stratégique. Il y a la relation client, donc c'est faire en sorte que tout se passe bien et qu'au final, le résultat, même s'il n'est pas, si c'est pas ce qui est attendu par le client à la base, soit se rapproche le plus comment dire, du besoin qu'a le visiteur finalement, l'internaute final. Lui, il a besoin d'être informé, d'être convaincu. Et ça, bien que beaucoup de solutions no-code arrivent, cette pertinence ne sera pas, à mon avis, accessible à tout le monde. Donc, bien sûr, ça va évoluer, et ça évolue déjà, ça a déjà beaucoup, beaucoup évolué en 10 ans. Donc, en fait, il faut s'adapter, je pense. Donc maintenant, on va passer à des questions un peu plus expérience professionnelle. Donc j'aimerais savoir, donc lorsque vous êtes embauché par un client pour concevoir un nouveau site web, quelles sont les différentes étapes de la construction du projet? Comment vous construisez votre projet? Alors, bon, l'expression des besoins, il faut vraiment. Tout dépend, on peut avoir un brief assez bien fait ou voir juste une intention. Et à ce moment-là, il faut transcrire, traduire un peu, aller au-delà. Après, dans l'estimation de la charge de travail et de la valeur du site, bah, il faut essayer de tarifer un petit peu. Les étapes suivantes, souvent, moi, j'attaque le maquettage. Et précédemment, je travaillais sur Photoshop ou Illustrator, je faisais des planches et puis voilà, on faisait évoluer les choses. Et après seulement, il y avait l'intégration. Aujourd'hui, vu que les page builders et Elementor en particulier sont très très efficaces, je maquette directement sur WordPress. C'est-à-dire que je suis déjà en ligne. C'est-à-dire que le client, au-delà d'être un peu surpris parfois et rassuré, pourquoi pas dans le même temps, comprend qu'on ne va pas paumer de temps enfin, comment dire, à maqueter sur un logiciel, par exemple Adobe, et après basculer. Euh, on est directement digital. Alors, sur des gros projets, bien sûr, il faut passer une étape de prototypage avec Figma, XD ou Sketch. C'est peut-être préférable, surtout dans tout ce qui est applicatif, pour avoir vraiment tout le parcours utilisateur. Mais sur du web, un site, je sais pas, d'une vingtaine, dizaine, quinzaine, vingtaine de pages, je pense qu'une taxonomie bien validée, une arborescence pareil adéquate, et on peut maqueter directement. Ce qui, en fait, fait gagner du temps. Donc, le client aussi comprend l'efficacité finalement de l'approche. Le budget, qu'il soit contraint ou pas, on va essayer d'optimiser au maximum chacune des étapes et pour avoir quelque chose au niveau rapport qualité-prix, quelque chose d'efficace en fait, de pertinent pour le client. Puisque bien sûr, je sais pas, un site à 5000, il y aura toujours quelqu'un qui voudra bien le faire pour 4000. Une question du coup qui vient, c'est qu'est-ce que vous faites du coup si votre client n'aime pas votre création? Ah, alors bon, ça arrive
peu, ou pas souvent, ou rarement. Mais ça peut arriver ou ça a pu arriver. Donc là, à ce moment-là, bah, il ne faut pas, comment dire, se, se vexer ou quoi que ce soit, bien évidemment. Il faut être professionnel, reconsidérer lui ses attentes, parce qu'un client ne peut pas forcément savoir ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut pas quand on lui montre. Alors, ah bah non, ça, je veux pas ça c'est pas pour moi. Ce serait bien pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi. Il faut presque ouais, l'interviewer un petit peu plus, gratter de l'info pour s'approcher de ce que lui entend. Après, il y a des clients qui ont des goûts un peu particuliers. Ça m'est arrivé d'être surpris quand même par des choix. Donc, bon, on résiste un petit peu en disant, bah ouais, mais ça va pas être terrible, on pourrait faire les choses autrement. Mais à un moment donné, il faut lâcher quand même parce que c'est malgré tout son site. Et il m'est arrivé, bon, bah voilà, de satisfaire un client, mais pas de, mais comment dire, des travaux, le site n'est pas sur mon portfolio au final. Personnellement, moi, je l'assume pas. Donc, j'ai répondu en tant que prestataire à un souhait. Bon, après, c'est à lui de connaître sa clientèle, enfin, oui, sa clientèle, ses prospects, et d'assumer ce qu'il a souhaité, ce qu'il a voulu. Et du coup, vous allez vous inspirer où pour, enfin, pour les créations des clients? C'est quoi vos, enfin, vos sources d'inspiration? Alors, pendant pas mal de temps, je m'inspirais j'allais voir après, enfin, je voulais pas de source pour ne pas être influencé, pour en fait développer mon propre graphisme, mon propre design. Bon, c'était un petit peu prétentieux, j'étais plus jeune. Bon, ça a duré quelques années. Et après, bien évidemment, j'ai commencé à regarder un petit peu plus intensément ce qui se faisait. Donc, bah, Beyond, c'est très bien. À l'époque, il y avait, comment il s'appelle comment ça s'appelle, Fefund, que j'aimais bien, mais bon, voilà, c'est terminé. Il y a Dribble, il y a Pinterest. Pinterest qui est vraiment très très bien. Moi, j'utilise j'ai mes tableaux perso, mais vraiment pour bosser. Quand je fais de l'UX, par exemple, puisque je fais aussi de l'UX, sur un dashboard ou autre, je passe souvent pas mal de temps sur Pinterest. Je fais un tableau ou deux. Pourquoi pas, comment dire, je le mets à dispo du client pour qu'on voit un petit peu voilà, ses sensibilités, ce qu'il aime pas, ce qu'il comprend du truc. Et ça peut faire faciliter l'étape suivante, on va dire. Et puis sur tout ce qui est web, euh, ThemeForest, euh, à une époque, je regardais tous les thèmes premium qui sortaient. Donc ça me prenait, je sais pas, 3, 4, 5, 6 heures dans la semaine, mais je faisais en sorte de voir tout ce qui passait. J'ai lâché l'affaire il y a 2 ans ou 3, parce que voilà. Mais j'y retourne de temps en temps, parce qu'il y a un peu de nouveaux designs, nouvelles tendances, donc voilà, c'est toujours intéressant. J'y passe moins de temps. Souvent, je suis curieux, je vois un site qui me plaît, donc j'essaye de l'analyser, je vais voir l'agence ou l'indépendant qui l'a fait. De là, je regarde son site à lui, ce qu'il a fait d'autre. Voilà, c'est toujours une curiosité. Donc, je vais dans le code source, je regarde si, un petit peu avec quoi c'est fait. C'est quoi la mission qui vous a le plus marqué dans votre carrière pour le moment? Il y a des missions qui se sont passées vraiment très, très, très bien. J'accompagne par exemple des sociétés depuis 5-6 ans. Ce qui est un peu particulier, c'est sur des accompagnements longs comme ça, c'est qu'il faut rester constant, puisque les relations évoluent, la évolue dans son poste, la société peut aussi subir des changements, de fusion, de trucs, de machin, ce qui est le cas. Et je trouve assez exigeant de rester constant, motivé, disponible. Bon. Donc c'est pas forcément le plus marquant. Le plus marquant, c'est peut-être des dossiers qui sont mal passés, où là il faut pousser, enfin, montrer son mécontentement sur le fait que non, par rapport à ce qui a été convenu, ce serait abusé de continuer à en demander plus. Quelle que soit la nature du client, son importance, est-ce qu'il est, comment dire, est-ce qu'il est, il a une notoriété ou pas, je m'en fiche un peu. Et j'essaye d'amener la même intensité, la même implication. Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation du salaire junior ou celui d'un web designer accompli? Je vois des,
comment dire, des graphistes plutôt seniors qui veulent se mettre, enfin confirmer un peu leur aptitude, leurs compétences en web, et, euh, et systématiquement je les mets un petit peu pas en difficulté, mais face à l'environnement. Et on va sur Malte. Alors, certains connaissent, d'autres non. Certains ont un profil sur Malte. Donc sur Malte, bon, bah, on a des web designers qui sont à 400, 500 jours. Euh, D'autres qui démarrent à 150, 200. Donc on peut avoir l'impression qu'ils cassent les prix. Peut-être qu'ils seront davantage sollicités, qu'ils auront plus de missions. J'ai retrouvé comme ça un collègue avec qui j'ai bossé il y a 15-20 ans, un collègue de l'époque, donc web designer senior, vraiment senior, et il s'était mis à 450 jours pour être vraiment dans le milieu et être sollicité. Alors bon, c'est un positionnement. Si, pareil, récemment, là, on a regardé un petit peu les UX designers. Donc là, c'était la semaine dernière, on a des tarifs qui montent à 600, 700, 800 jours. Bon, pour des confirmés. On a même vu quelqu'un à 2000 euros jour. Donc très très confirmé. Il montrait un peu son pédigré. Donc l'élève en licence s'acharnait à trouver le plus cher. Il a trouvé quelqu'un à 5000 euros jour. Donc ça, bien Ah oui, évidemment, d'accord. c'est pas, tout le monde ne peut pas se mettre à 5000 jours, mais ça existe, ça existe. UX designers, ils ont des tarifs jour un peu plus élevés que les web designers. Mais il n'est pas rare de voir des gars ou des nanas à 800, 1000 euros jour en UX. Alors pour démarrer, pour essayer de répondre quand même à la question, pour démarrer, 300, 350 jours me paraît quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que on peut être très bon au sortir d'un cursus avec un master ou autre, hein, ou sorti d'une école. Donc se mettre tout de suite à 400, 500, bon, ça va à voir si ça passe ou pas. Il faut bien savoir qu'il y a il y a des entreprises pour 500 ou un peu plus, ils ont un stagiaire pendant un mois. Ils vont lui faire ce qu'ils veulent. Donc, se débarquer à 25, enfin moins de 30 en disant moi je suis à 600, ça risque, bon, pourquoi pas, hein, mais ça risque de freiner certains. Je suis resté en contact avec une élève de Gobelin que j'ai eue l'année dernière, qui était dans une licence chef de projet. Euh, Elle s'est fait embaucher par le Parisien en tant qu'UX junior à 350 euros jour. Donc elle était étonnée d'avoir été choisie parce qu'ils étaient 15-20 sur le poste. Donc après plusieurs rendez-vous, bon, hop, elle est choisie. Elle pensait que c'était aussi par le fait de peut-être d'être moins cher que d'autres. Son profil junior convenait puisqu'il y avait deux seniors indépendants sur le même projet parisien, le Parisien, dans sa version digitale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était 350 euros jour, mais tous les jours du mois. Et on lui avait dit, essaye de tenir jusqu'au présidentiel. Donc c'était il y a quelques temps, là, quelques semaines, quelques mois. Donc ça faisait au moins 15 mois d'assuré. À 350 jours, elle avait calculé que c'était 7 mois. Et si c'est des missions ponctuelles, forcément 350, mais si c'est au quotidien, forcément ça devient conséquent. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le Covid a modifié votre manière de travailler? J'ai beaucoup travaillé pendant le Covid, enfin en tout cas le premier confinement, et j'ai pas souffert de ça. Ce qui a changé, c'est surtout en formation. Comme le présentiel était compliqué, on a commencé le distanciel, donc j'étais vraiment pas chaud parce que ça me paraissait un peu compliqué de faire une formation WordPress en distanciel. Et au final, ça s'est bien passé. Les premières se sont bien passées, les suivantes après. Et il m'est arrivé donc de faire de l'hybride. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui souhaitent devenir web designer? Pas compter leurs heures déjà. Faire des sites autant qu'ils peuvent. Mais donc ouais, faire des sites même gratos au début pour un pote, le tonton, la pizza du coin, et puis on mange gratos, on fait un échange de marchandises. Pour acquérir de l'expérience, faire son portfolio. Et c'est en se frottant justement à des contextes différents, des natures de sites ou des natures de contenu spécifiques à un secteur d'activité. C'est comme ça qu'on prend en maturité.
et qu'on peut assumer de plus en plus des projets un peu plus importants. En fait, ce qu'il faut, je pense, arriver à obtenir assez rapidement, c'est de la crédibilité. Bah, merci beaucoup Yann, Yann Vidal, pour votre disponibilité et puis à bientôt dans Digitalks.